Bonjour à tous, amis traders, comment allez-vous? C'est William Chauvin, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo c'est spécial puisque nous parlons de macroéconomie. J'ai devant moi un texte avec lequel nous avons justement discuté. On a 4 thèmes principaux aujourd'hui. On va parler justement de la Fed, donc la Réserve fédérale américaine. Nous allons parler du Brexit puisque nous sommes en plein dedans. Nous allons parler aussi de Donald Trump, la personne qui fait la liquidité en ce moment sur les indices mondiaux, ainsi que justement la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui s'apprête éventuellement justement à injecter plus d'argent pour des prêts bancaires. On va partir justement ici. Alors, ce document, pour vous dire, il a été préparé par un étudiant, un trader ICT, qui s'appelle Santiago. Un grand merci à lui. C'est lui qui a rédigé ce document, puisqu'il s'intéresse énormément à la macroéconomie. Il est à fond dedans. Moi-même étant assez intéressé, je vais donner justement mon avis là-dessus, mes commentaires. Donc voilà, il a fait un travail justement de synthèse. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser sur l'espace commentaire juste en bas de cette vidéo. On va commencer justement par la Fed. Vous n'êtes pas censé savoir que, effectivement, la Fed a publié son compte rendu justement de la politique monétaire en fin janvier 2019. Bien évidemment, il y avait peu de chance qu'elle change d'avis depuis cette annonce du mois dernier. On l'a su, hein, la Fed a triplement, quadruplement augmenté ses taux d'intérêt l'année dernière. C'était dans son plan, en fait, de l'année 2018. Et cette année, ils ne s'attendent pas forcément à augmenter encore une fois. Ils ont stagné entre 2,25 et 2,50% au niveau des taux d'intérêt. Donc qu'est-ce qui a fait changer en fait la Fed d'avis? Alors, Santiago nous dit qu'on a plusieurs points. D'une part, la volatilité intense de la fin des années sur les marchés financiers. On a eu pas mal, c'est vrai, de forts mouvements entre novembre et décembre 2018. On a eu beaucoup de mouvements. On s'attendait plus à un mouvement haussier, mais on a eu un gros mouvement baissier. Rappelons qu'en décembre, pas mal de commentateurs commençaient à évoquer les mots tabous, les fameux mots tabous, bear market, récession, crise financière, crash boursier. Vous connaissez bien sûr à chaque fois, chaque année, c'est la même chose chaque année. On parle de « oh c'est bon, l'année prochaine, c'est la fin ». Chaque fois, ça fait 6-7 ans que je fais du trading, ça fait tous les ans qu'on nous dit ça, et pourtant, le DAX ne fait que monter, et pourtant, le Dow ne fait que monter, et pourtant, le S&P ne fait que monter, ils viennent atteindre des plus hauts historiques. Bref. Ensuite, étant donné que des grandes entités comme le FMI ont révisé à la baisse le potentiel de la croissance mondiale, le PIB américain n'a pas été épargné, il a été revu à la baisse. Effectivement, il a été revu à la baisse, leur estimation, leurs objectifs étaient de 3% justement en 2019 et ils vont justement stagner, ils vont reprendre et rebaisser à 2,3%. Donc on sent bien justement une grosse hésitation et on sent bien qu'il y a trop actuellement de conflits, de ce qu'on dit de dossiers économiques en soi qui sont présents et qui perturbent les marchés financiers pour avoir justement une pleine croissance, tant au niveau justement du PIB, donc du produit intérieur brut aux États-Unis, mais même on constate aussi un ralentissement de l'économie mondiale de manière générale. Le contexte commercial international reste plutôt fou, le Brexit, les tensions entre Washington et Pékin, les tensions entre Trump et l'Europe, il y a tellement de choses qui se passent. Malheureusement, Trump est un énorme acteur en ce moment justement de ce cafouillage, on va dire, sur les marchés financiers. Il apporte beaucoup de liquidités, à tort ou à raison, on ne sait pas vraiment. On va en parler juste après. Tout ça réuni a bien refroidi la Fed qui est prête à adopter justement une politique de patience et à attendre justement le dénouement de grands dossiers mondiaux. Le taux actuel, on le disait, il était autour de 2,25-2,5%. Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed garde son taux inchangé. Voilà, pas de changement prévu tout au long de l'année et qu'elle n'attende pas justement une catastrophe économique pour éventuellement l'abaisser. Vous n'êtes pas censé savoir que, en baissant justement les taux d'intérêt, on essaie justement de relancer l'économie et forcément, s'il s'avère qu'on a un gros ralentissement, peut-être que les taux d'intérêt s'abaisseraient pour justement essayer de relancer quelques prêts, ainsi de suite. De notre côté, nous en Europe, avec la BCE, on est toujours sur un taux à 0%, un taux historiquement bas, ce qui est de toute façon le plan de la BCE depuis ces derniers mois, en tout cas sur l'année 2018. En revanche, les marchés s'attendaient à des réponses plus précieuses sur l'allègement, plus précises, de l'allègement de son bilan, mais peu de réponses ont été apportées sur ce compte rendu. Donc la prochaine date à retenir, effectivement, c'est le 19 et le 20 mars, donc les réunions de politique monétaire. On va parler maintenant du Brexit. Alors le Brexit,
Il y a pas mal de choses à dire sur le Brexit. Vous savez, le Brexit, on est quelques jours en fait, hein, si vous voulez, on est à 3 semaines, si je dis pas de bêtises, exactement, du Brexit. Plus les jours s'approchent et plus on commence à croire sérieusement que cette date va être reportée, que le Brexit n'aura pas lieu justement en mars. On ne sait pas, donc c'est dans la nuit du 29 au 30 mars. Moi personnellement, je pense pas que ça sera réellement fait le 29 mars. Il y a encore tellement de choses à discuter, justement, c'est de ce qu'on va parler. Theresa May, la première ministre, donc elle est partie justement à Bruxelles hier. Donc elle est arrivée, il me semble, à 18h30, 18h45 pour rediscuter en fait une nouvelle fois sur eh bien, ce principal souci, puisqu'en fait ce qui se passe globalement, et c'est résumé justement sur ce texte, hein, vous pouvez prendre le temps aussi de le lire en même temps, ce qui se passe justement, donc le plan initial longuement travaillé pendant 2 ans a été rejeté, on a vu, ça a été médiatique, on a parlé même d'une des pires défaites de l'histoire du Parlement britannique, elle a été humiliée, juste après il y a eu une motion pour justement qu'elle soit en gros virée du Parlement. Il y a eu un deuxième plan B qui était quasiment le même, qui n'a toujours pas aussi été accepté. Et le principal souci qui pose problème au Parlement, ça concerne en fait le backstop, qu'on appelle aussi le filet de sécurité. En fait, ça vise justement à réinstaurer des frontières physiques avec l'Irlande. Et ça, c'est un très gros problème, justement, parce qu'il y avait déjà ces frontières-là, ils ne veulent pas le refaire. Theresa May s'acharne à retourner encore et encore à la table des négociations, mais d'un côté, justement, on a les Européens, qui eux s'acharnent encore et encore à lui répéter qu'ils ne veulent pas entendre parler d'une renégociation de l'accord, et de l'autre, on a aussi les parlementaires qui ne leur fait plus confiance en fait. On a ces personnes-là qui, en fait, en gros, elle n'a plus la majorité, elle n'a plus l'avis global sur les parlementaires. En tout cas, ils n'ont pas, elle n'a plus le soutien. Donc, écoutez, le gouvernement britannique se retrouve vraiment les fesses entre deux chaises. Puisque d'un côté, on a l'Europe qui, elle, ne veut absolument pas négocier le Brexit, et d'un côté, les parlementaires qui, eux, eh bien, ne sont pas d'accord justement avec le gouvernement. Donc vous voyez un petit peu cette situation qui est une grosse tension sur les marchés, ça se ressent à certains moments. Le DAX, on en parle aujourd'hui, le DAX en ce moment, il est sur 3 phases de latéralisation, le Dow, il est un petit peu chaotique, donc ce sont des éléments, vous voyez, petit à petit, ce sont des petits éléments comme ça, petits bien sûr, ce sont des petits éléments comme ça qui viennent justement rajouter eh bien, une confusion totale sur les marchés financiers. La seule chose que l'Europe justement est prête à accorder sans opposition, c'est un report de la date du Brexit. C'est pour ça justement, je vous parlais, qu'il est assez fort probable, je pense, qu'on ait un report justement de cette date, parce que clairement les négociations sont loin d'être terminées, et je doute sérieusement que ces négociations-là soient eh bien réglées dans quasiment un mois pile poil. On arrive justement au second problème, c'est que le Parlement britannique est complètement divisé sur le sujet. Theresa May n'a malheureusement plus aucune majorité solide au Parlement, elle est attaquée justement des deux côtés. Par les anti-Brexiteurs qui veulent un nouveau référendum, ce qui serait à mon sens, un peu contradictoire dans un gouvernement démocrate, en fait, puisque la parole est au peuple, on vote une fois. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité de revoter une deuxième fois? Parce que d'un côté, ça serait, en fait, si vous voulez, hésiter, en fait, si vous voulez, sur la parole du peuple, mais de l'autre, ça serait juste redemander un avis secondaire pour confirmer si, eh bien, on est sûr de sortir de l'Union européenne. Malheureusement, le problème, c'est que en refaisant un référendum, et ça c'est mon avis, c'est que vous en doutez bien, il y aurait beaucoup de manipulations médiatiques pour justement rester dans l'Union européenne, et comme par hasard, eh bien, ça pourrait très facilement marcher. Mais au sein de son propre camp, par les partisans les plus chauds du hard Brexit, qui eux veulent un no deal, donc en fait ils veulent juste vraiment sortir de l'Union européenne sans aucun accord, pour faire de l'Angleterre une espèce en fait de Singapour géant, totalement dérégulé. Concernant l'économie de la Banque d'Angleterre, eh bien, la Banque royale d'Angleterre a souhaité rester prudente sur sa politique monétaire tant que le dossier Brexit reste dans le flou total. On voit en revanche qu'énormément d'entreprises sont de plus en plus inquiètes avec des fermetures d'usines et d'entreprises ces derniers mois. Hier, nouvelle déconvenue avec la première ministre écossaise, très grosse nouvelle d'ailleurs si vous l'avez vu dans l'actualité macroéconomique, l'Écosse effectivement envisage un nouveau référendum de sortie du royaume post-Brexit. Le pays a vraiment peur d'une désertification
des investisseurs qui achèveraient son économie. À voir comment tout ça va évoluer. Néanmoins, il semblerait que le marché attende les conclusions définitives. On ne voit plus tellement agir avec l'affolement aux rumeurs et aux réunions entre Londres et Bruxelles. On aura l'occasion de suivre ça, bien sûr, dans de prochaines vidéos. Mais c'est vrai que mon avis personnel, c'est un petit peu tendu d'avoir un accord bien rédigé entre les trois parties maintenant, puisque c'est plus deux parties, hein, c'est plus vraiment Angleterre et on va dire Union Européenne, c'est vraiment maintenant, c'est parlementaire anglais, on a le gouvernement et à côté on a en même temps l'Union Européenne. Donc c'est vrai que ça rajoute, si vous voulez, ça rajoute une complexité assez importante pour essayer de satisfaire tout le monde. Maintenant parlons un peu de Donald Trump. Donald Trump, ce fameux personnage de Donald Trump qui, à chaque tweet, vous le voyez, qui donne beaucoup de volatilité, donne beaucoup de flux sur les marchés. Trump est le nouveau faiseur de volatilité des marchés financiers après 2 cycles de discussions à Washington puis à Pékin. Retour à Washington pour 7 semaines. Effectivement, Trump devrait, je n'ai pas la date exacte, mais devrait prochainement, il me semble que c'est en juin, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, discuter, avoir une nouvelle réunion avec Kim Jong-un. La Maison-Blanche a communiqué sur le début d'un nouveau cycle de discussions depuis hier avec des négociations d'un haut niveau à partir de ce jeudi. Les discussions Chine-États-Unis se profilent à Washington. Le président a répété qu'il envisagerait de prolonger la date limite d'augmentation des droits de douane sur importation. Effectivement, on a l'air de voir que justement les tensions entre justement les États-Unis et la Chine commencent à s'apaiser. On rappelle que justement la principale cause en fait de ce litige, c'était justement la propriété technologique, dont les Chinois volent un petit peu la propriété technologique pour se l'approprier, ensuite la revendre, et ainsi de suite, et ils pourraient profiter de millions de dollars de bénéfices supplémentaires à cause de cela. Autre nouvelle fraîche, Donald Trump a relancé ses menaces vis-à-vis de l'Europe. Je vous ai partagé peut-être, si vous ne suivez pas ma page, tout à l'heure, un article qui disait justement, je vais peut-être vous le montrer en même temps, qui disait justement que, eh bien, il va peut-être taxer justement par rapport à l'activité automobile en Europe. Donc on a non seulement Trump vs Chine, mais maintenant on a Trump vs Europe de le retour. Ça commence à faire beaucoup, vous le voyez ici, Trump renouvelle sa menace de surtaxer les voitures européennes. Ça commence à faire beaucoup et on le sent extrêmement présent. Il en profite, hein, il a pas très longtemps, il a quelques années seulement, donc il en profite pour essayer à son propre sens de relancer justement l'économie de son pays au détriment de l'économie des pays voisins. La taxation des imports automobiles en cas de non-accord commercial avec Bruxelles, ceci pour protéger justement le secteur automobile américain. Trump qui souhaite poursuivre visiblement une politique tournée vers l'isolationniste. Alors, la BCE. Ça va être le dernier point effectivement de notre vidéo, la BCE. On en a entendu parler, je vous ai dit en début de vidéo qu'effectivement la BCE est en train de réfléchir justement à faire une nouvelle vague en fait de prêts vers les banques pour essayer de relancer un petit peu encore une fois l'économie. La BCE qui n'est pas épargnée par les mauvais contextes économiques mondiaux et les revenus à la baisse de la croissance interne de la zone euro. Le PIB, qu'on dit aussi PIB parce que on le dit pas du tout, européen est revenu à la baisse de 1,9 à 1,3. Face à cela, la BCE est donc contrainte pour le moment de maintenir les taux d'intérêt très bas, ce qui est une bonne chose dans un autre sens, s'apprête à discuter justement prochainement d'une nouvelle vague d'opérations appelée TLTRO, Targeted Long-Term Refinancing. Je vais oublier. Le secteur bancaire européen est victime de très mauvais résultats de fin d'année 2018. C'est vrai que le secteur bancaire prend extrêmement cher, justement, on va le voir sur un graphique. On a ici justement Société Générale, on a eu une grosse, on a pour l'instant une grosse période d'hésitation entre 2008 et puis aujourd'hui 2019. Le problème c'est que tous les secteurs bancaires mondiaux sont en train un petit peu de prendre cher. On peut constater justement qu'on est passé sur un top à 50 € l'action sur Société Générale, sur 25 actuellement, soit une baisse quand même de 50% de l'actif, c'est quand même énorme. On a BNP Paribas,
BNP Paribas, je ne sais pas ce qui me prend, on est en fin de semaine, qui elle aussi passe de quasiment 70 à 41. On a la Barclays, la grande et fameuse banque anglaise, justement, on en parlait juste avant, qui a fait quasiment un top 328 ces 4, même 5 dernières années, et qui revient à 160. Crédit Agricole, pareil, et puis HSBC, pareil. Vous voyez que de manière générale, on est vraiment dans un contexte très baissier, tant de base, tant au niveau de l'économie mondiale, mais surtout aussi eh bien, au niveau de l'activité bancaire. Plusieurs petites informations. L'Italie est rentrée en récession. Pour ceux qui ne savent pas, la récession, c'est un terme technique, alors c'est pas non plus, c'est bon, c'est la crise financière, mais la récession, c'est lorsque le PIB, le PIB, le fameux PIB, va justement eh bien, être négatif sur 2 trimestres consécutifs. Donc c'est quand vraiment on est sur des plus bas 2 trimestres consécutifs. Donc l'Italie est officiellement rentrée en récession. En Allemagne, la Deutsche Bank, puissante institution menacée par le spectre d'une filiale, d'une faillite, discutée en janvier d'un projet de fusion avec Commerzbank. Je vous prépare d'ailleurs une analyse technique spécifiquement là-dessus, sur la société Allianz, qui est quand même poids numéro 3 de l'indice DAX. Donc une très très grosse entreprise d'assurance, un groupe d'assureurs, et justement ils avaient une histoire avec eh bien Commerzbank, qui l'ont justement qui l'ont lâché, Commerzbank, parce qu'ils ont vraiment ils ont bien détruit, on en reparlera, de toute façon je vous ferai une analyse vidéo justement aussi de Allianz, qui a pris quand même moins 90% en bourse dans les années 2000 et 2002. En Angleterre, HSBC a bien failli tirer ses concurrents internationaux par le bas après la publication de ses résultats en début de semaine, on vient de le voir, et en France, le bilan 2018 de la plupart des banques fait de la peine, on vient de le voir encore une fois avec Société Générale, BNP Paribas et puis Crédit Agricole. Donc c'est vrai que le secteur bancaire, qui a quand même un secteur leader quand même sur l'activité de manière générale des marchés financiers, ça prend cher, on va dire, ça prend cher de manière générale, donc forcément ça va être assez compliqué, d'où le fait aussi que eh bien, la BCE, pour éviter d'avoir un crash potentiel, ou juste d'avoir un marché qui continue de partir eh bien, à la baisse, justement d'essayer de refaire une petite vague de prêts pour essayer de ressoutenir les banques. C'est-il trop prêt à long terme de la BCE pour objectif bien sûr d'injecter des capitaux dans les banques afin de les encourager au crédit, ceci pour encourager les prêts aux entreprises et aux particuliers afin de relancer la consommation et donc l'économie en général. En plus de ça, justement, on peut profiter d'un taux d'intérêt historiquement bas, donc c'est même le bon moment pour investir. Mais il ne faut pas s'y tromper, car même si cette décision a réveillé les investisseurs, il ne faut pas oublier que si cette vague de prêts a été accordée, c'est bien que le secteur bancaire et là l'économie en général va très mal. C'est ce dont je vous disais, l'économie bancaire, ça reste une économie quand même très importante, une économie majeure justement, qui a un poids énorme sur les marchés financiers. Et si justement on en est rendu à vouloir maintenant faire une vague supplémentaire de prêts, alors qu'on est déjà encore en train d'essayer de rembourser la vague précédente, c'est effectivement l'économie va très très mal. Mais ça, c'est pas nouveau. On a justement les États-Unis qui ont crevé justement il y a encore une semaine leur niveau d'endettement. C'est pas nouveau. Tous les ans, ça augmente. Au bout d'un moment, cette bulle, on va la crever. Au bout d'un moment, cette bulle, on va la percer. Quand est-ce qu'on va la percer? Ça, on ne sait pas. Et on peut pas, n'écoutez pas des personnes vous dire oui, on va la percer la semaine prochaine, crise financière le mois prochain ou l'année. On ne sait pas. Et de toute façon, on le verra graphiquement. Et de toute façon, nous, en tant que traders, que ça monte ou que ça baisse, nous, on va trader dans la tendance. Donc, ce qui va nous intéresser principalement, c'est justement de jouer dans la tendance. Et si on est en crise, et si on a 3000 pips de baisse sur le dos qui se font la semaine d'après, eh bien on va essayer de trouver des points de short. Ajouter à cela qu'on est en pleine phase de transition dans le comité directeur de la BCE, une partie des membres du gouvernement de la banque est sur le point d'achever son mandat, notamment Mario Draghi. C'est vrai que malheureusement Mario Draghi va nous quitter, il va nous manquer ce petit Draghi qui achèvera en octobre 8 ans de présidence.
Voilà, on n'a pas plus d'infos là-dessus, et malheureusement, ça sera la fin de son mandat. Conclusion, raison du contexte macroéconomique qui reste négatif sur l'année à venir et de l'échéance prochaine des dossiers majeurs, Brexit, conflits commerciaux, donc on disait Amérique avec la Chine, et maintenant peut-être Amérique-Europe. On peut s'attendre à une instabilité des indices mondiaux qui réagissent très très violemment, avec des nouveaux mouvements de volatilité de grandes amplitudes qui reposent sur les résultats bons ou mauvais des entreprises et davantage sur des rumeurs que sur un calendrier concret. Beaucoup de spéculatifs sur les rumeurs et donc sur vraiment les chiffres concrets que l'on peut voir, notamment par exemple sur Investing, pour ceux qui regardent Investing ou DailyFX et ainsi de suite. N'oubliez pas que le contexte de fond est fait donc preuve d'une très très grande prudence sur les marchés durant les prochaines semaines. Voilà, c'est vraiment la conclusion de ce bilan macroéconomique. Encore une fois, merci à Santiago de nous avoir rédigé ce plan. Clairement, faites attention. Parce que d'un point de vue macroéconomique, quand on a une aussi grosse instabilité que ça sur les marchés, il vaut mieux justement prendre un peu de recul, peut-être passer sur de l'intraday swing, mais éviter de trop surtrader, d'essayer de surperformer. Bien sûr, parce que au mois de mars surtout, je pense que ça va être le mois de mars qui va être le plus compliqué forcément avec le Brexit et ainsi de suite. Je pense qu'entre maintenant et le mois de mars, justement la fin du mois de mars, le 30, le 29-30, il va y avoir énormément de spéculatifs sur les rumeurs, sur le Brexit, sur les accords et ainsi de suite. Si la Norvège justement entre en jeu encore plus dans les négociations et dans les débats, c'est un poids supplémentaire à prendre en compte justement pour le gouvernement britannique. Donc faites très attention. Essayez juste d'être plus prudent, essayez de maintenir une gestion de risque encore plus importante, c'est-à-dire une gestion de risque plus stricte. N'essayez pas de chercher 2, 3, 4% de risque sur vos positions. Mettez-vous à 1,5 grand maximum. Ça ne sert à rien de monter plus quand on veut faire une perf régulière. Pour vous rappeler que vous preniez 5% ou 10% de risque par position, ça ne change pas grand-chose en soi, parce qu'à partir de 5 ou 10%, vous êtes quasiment assuré de perdre un jour tout votre capital. Donc vous gagnez 100% ce mois-ci ou 600% ce mois-ci, une perte reste une perte du compte, et dans tous les cas, on se retrouve à zéro. Donc restez prudent, restez quand même alerté du contexte macroéconomique. On aura l'occasion de faire plusieurs vidéos là-dessus pour discuter un petit peu de l'évolution de la finance et de l'économie de manière générale. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à partager votre avis justement sur ce que l'on vient de dire dans cette petite vidéo juste en bas dans les commentaires. Très très bonne journée de trading à tous et à bientôt.